There is no God but Allah. Muhammad is his messenger. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs de la MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Femmes d'aujourd'hui. L'émission qui met en lumière les femmes exceptionnelles qui œuvrent pour le développement de notre société. Aujourd'hui, nous allons discuter de la santé cardiovasculaire des femmes, un sujet souvent négligé mais extrêmement important. Pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Dr Aïssata Guindo, cardiologue au CHU du Point G. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Dr Aïssata Guindo. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, veuillez vous présenter à nos téléspectateurs et nous parler de votre parcours académique. Merci, wa alaykoum salam. C'est une grande opportunité pour moi et un réel plaisir d'avoir été invitée pour parler d'un sujet très important. Vous l'avez dit, je suis le docteur Aïssata Guindo, je suis cardiologue au CHU du Point G. Après mon baccalauréat, j'ai effectué 8 années pour obtenir un doctorat d'État en médecine générale. Après, j'ai travaillé et acquis beaucoup d'expérience en 2 ans avant de me spécialiser au bout de 4 ans et d'obtenir mon diplôme d'études spécialisées en cardiologie. Voilà un peu. Très beau parcours académique. Vous êtes à saluer. Donc, comme on l'a dit au début de l'émission, nous recevons ici des femmes exceptionnelles qui ont du talent et qui œuvrent pour le développement de notre société. Docteur, pour notre émission d'aujourd'hui, qu'entendez-vous par santé cardiovasculaire des femmes? D'accord. La santé cardiovasculaire de la femme, c'est l'ensemble des mesures qui nous permettent d'affirmer qu'il y a un bon fonctionnement au niveau du cœur et des vaisseaux, principalement des artères. Parce que le cœur, c'est un organe très important qui va pomper le sang et qui va être véhiculé par les artères pour nourrir les différents autres organes et assurer un bon fonctionnement. Donc, c'est l'ensemble des mesures dont on dispose pour affirmer que le cœur et les artères de la femme vont bien. Et c'est un thème d'autant plus important parce que ces maladies cardiovasculaires sont beaucoup plus responsables d'une grande mortalité chez la femme comparée à l'homme. Et ces maladies cardiovasculaires peuvent être également liées à tout ce qui est accouchement, grossesse. Je pense que nous allons y revenir plus tard. Voilà, donc c'est un thème très important et extrêmement important. D'ailleurs, c'est le thème qui a été choisi lors du dernier congrès de la Société malienne de la cardiologie il y a 2 mois. Nous avons bien fait alors de choisir ce thème-là. Tout à fait. Okay. Merci pour toutes ces informations. Nous voyons vraiment que la santé cardiovasculaire de la femme est d'une extrême importance parce que la femme est exposée beaucoup plus que l'homme à travers, comme vous l'avez dit, l'accouchement et tous les événements qui peuvent survenir dans la vie de la femme. Ensuite, docteur, nous voudrions savoir les symptômes des maladies cardiovasculaires. Est-ce qu'il y a une différence entre ces symptômes chez l'homme et chez la femme? Effectivement, il y a beaucoup de différences concernant les symptômes des maladies cardiovasculaires chez la femme. Déjà, la difficulté à respirer, la douleur thoracique. Il y a des maladies cardiovasculaires qui répondent à une douleur thoracique spécifique, c'est-à-dire il y a des critères spécifiques chez les hommes. Mais chez les femmes, ces douleurs peuvent être différentes. Au lieu d'avoir une douleur dans la poitrine caractéristique, comme on décrit, elles vont peut-être être plus fatiguées. Elles vont dire qu'elles sont fatiguées plus que d'habitude, ou alors elles vont avoir des douleurs en rapport avec de la nausée, des vomissements, des symptômes qui peuvent faire orienter le diagnostic vers une pathologie gastrique ou une autre pathologie. Donc, ces signes peuvent être confondus également à un état de grossesse, à un début de grossesse. Donc, tout cela contribue au fait que finalement, il y a des particularités au niveau des symptômes chez les femmes qu'il n'y a pas chez les hommes. Donc, c'est vraiment alerter les femmes pour consulter dès qu'elles sentent une petite gêne au niveau respiratoire ou une douleur, même si ça fait penser à un problème gastrique, aller vers un professionnel de santé pour faire la part des choses. C'est d'une extrême importance. Vous venez d'évoquer les symptômes spécifiques chez la femme
qui peuvent orienter vers d'autres pathologies, comme vous l'avez dit. Donc, cette émission est une opportunité pour nos téléspectateurs de voir vraiment qu'il y a une différence entre les symptômes chez la femme et chez l'homme en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires. Nous en remercions. Maintenant, venons-en aux facteurs de risque. Quels sont les principaux facteurs de risque cardiovasculaire spécifiques aux femmes? D'accord. Avant de répondre à cette question, j'aimerais édifier les téléspectateurs sur la définition même d'un facteur de risque. Alors, un facteur de risque, c'est un élément qui, quand il est présent, soit à l'interrogatoire ou sur le plan du bilan sanguin ou d'un examen de radiologie, quand cet élément il est présent, il augmente la probabilité de faire une maladie au niveau du cœur ou au niveau des vaisseaux. Donc, c'est ce qu'on appelle facteur de risque cardiovasculaire. Maintenant, ces facteurs de risque cardiovasculaire, il y en a qui sont communs aux hommes et aux femmes. Donc, ces facteurs qui sont communs aux hommes et aux femmes, c'est l'hypertension artérielle, c'est le diabète, l'obésité, la sédentarité lorsqu'on ne fait pas d'activité physique, c'est le stress. Vous savez que le stress a un impact beaucoup plus important chez les femmes que chez les hommes à cause du poids social, du poids culturel. Donc ce stress-là, toutes les études montrent que l'impact du stress est très important chez les femmes par rapport aux hommes dans la survenue de ces événements cardiovasculaires-là. Il y a également l'âge. À partir de 60 ans, chez une femme, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Également, lorsque nous avons dans la famille, la femme a dans la famille des parents qui ont souffert de maladies cardiovasculaires, surtout à un âge jeune, notamment des parents proches qui ont fait un accident vasculaire cérébral ou une crise cardiaque. Quand on a ça dans la famille, nous sommes à risque également de faire des maladies au niveau du cœur ou au niveau des vaisseaux. Donc, il y a aussi le tabagisme qui est un facteur de risque. Malheureusement, beaucoup de femmes fument mais n'avouent pas fumer. Donc, ce tabagisme-là est un facteur de risque cardiovasculaire. Et même quand la femme ne fume pas directement, lorsque son mari ou une autre personne fume à côté dans la pièce, elle est également exposée. On parle de tabagisme passif. Donc là, ce sont les facteurs de risque classiques qu'on retrouve à la fois chez les hommes et que chez les femmes, voilà. Donc, on peut retenir que les facteurs de risque sont communs aux femmes et aux hommes. Il n'y a pas de spécificité dans ce sens. Si il y a les spécificités dans ce sens, il y a des facteurs de risque cardiovasculaires qui sont spécifiques aux femmes seulement. Parmi ces facteurs de risque spécifiques, je vous ai dit en introduction, il y a la grossesse, l'accouchement. Il faut savoir qu'il y a une sorte d'hypertension artérielle et de diabète qui interviennent juste durant la grossesse. Donc, on parle d'hypertension artérielle gravidique ou de diabète gestationnel. Donc, les femmes qui ont eu ça durant leur grossesse, elles sont à risque à long terme de faire une hypertension artérielle, un diabète et même de développer des maladies cardiaques. Il y a également une cardiopathie qui est spécifique à la femme qui est enceinte. Ça survient durant le dernier mois de la grossesse ou après l'accouchement. Donc ça également, c'est un facteur de risque spécifique. À côté de cela, les femmes qui ont également fait beaucoup d'accouchements prématurés ou d'avortements ou alors de complications au niveau de l'accouchement, ces éléments également, ça confère à la femme un risque plus tard. Donc ça, c'est des éléments importants que beaucoup ne connaissent pas. À côté de cela, tout ce qui est maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes, c'est des pathologies, des maladies au cours desquelles l'organisme va développer des anticorps pour détruire les propres cellules de l'organisme. D'habitude, l'organisme détruit les cellules étrangères. Les cellules qui sont nuisibles, par exemple. C'est ça. Donc, dans ces maladies, l'organisme s'auto-attaque. C'est ça, c'est de l'autodestruction. Donc, dans ces pathologies-là, qu'on appelle les maladies auto-immunes, c'est également un risque de présenter ces affections-là. Et lorsque également on a un cancer du sein, par exemple, ou un autre cancer, c'est également un risque de faire des complications. Aussi, lorsqu'on a une ménopause précoce, parce que la femme est protégée par les hormones. Et donc, lors de la ménopause, comme il n'y a plus d'hormones, à partir de 60 ans,
ça expose davantage. Donc, les ménopauses précoces avant l'âge de 60 ans, ce sont des éléments également en faveur. Ou lorsqu'on a eu des règles très tôt, avant 14 ans par exemple, ça également, c'est des facteurs de risque spécifiques chez la femme. Donc, vous voyez que ça englobe beaucoup d'éléments sur le plan gynécologique, sur le plan cardiaque et puis j'en passe. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte justement pour améliorer ce dépistage et ce diagnostic de ces pathologies-là et surtout les prévenir. C'est énorme. La femme, c'est énorme. Il y a beaucoup de choses autour de la femme, de sa santé, la maternité, les accouchements et tout. Donc, on va revenir à la partie prévention. Vous allez nous donner des pistes, des éléments pour vraiment prévenir ces maladies. Maintenant, côté diagnostic et symptômes, quelles sont les méthodes que vous mettez en place pour diagnostiquer ces pathologies-là chez les femmes? D'accord. Alors, sur le plan diagnostique, il n'y a pas vraiment de différence concernant les hommes et les femmes. D'accord. Bon, il n'y a pas vraiment de différence. Je pense que quand les femmes viennent dans une structure de santé, c'est l'interrogatoire. Mais à travers l'interrogatoire, justement, le praticien doit rechercher à la fois les facteurs de risque qu'on a cités, qui sont communs aux femmes et aux hommes, et à la fois chercher des facteurs de risque spécifiques que beaucoup oublient. Donc, passé cela, il faut examiner la patiente. En l'examinant, on va prendre la pression artérielle et on pourra savoir si elle est hypertendue ou pas. On va prendre la glycémie pour voir si la patiente est diabétique ou pas. On peut prendre le tour de taille, l'indice de masse corporelle pour voir s'il y a une obésité ou pas. Vous savez, dans notre société, le fait d'être obèse en un beau point, c'est synonyme de bonne santé. Absolument. Alors que c'est le contraire. On encourage les gens à prendre du poids pour être jolie. Voilà. Alors que c'est pas trop ça qui détermine la santé de la personne. Tout à fait. Donc, on peut faire tout ça. Et après, on va examiner la patiente pour voir s'il y a déjà des signes sur le plan de l'examen qui nous permettent d'être alertés en disant qu'il y a des maladies, il y a une maladie cardiaque ou une maladie au niveau des vaisseaux. Passé cela, on fait un bilan sanguin. Et puis, on a beaucoup d'outils sur le plan diagnostique, peut-être l'électrocardiogramme, l'échographie cardiaque ou bien l'échographie d'autres endroits pour voir si confirmer en fait ce à quoi on pense. Donc, ces maladies peuvent être diagnostiquées aisément dans la plupart des structures sanitaires de la place. Voilà. Donc, vous avez maintenant à votre disposition tous les outils pouvant vous permettre de diagnostiquer ces maladies-là. Tout à fait. Donc, après avoir diagnostiqué ces maladies-là chez l'homme ou bien chez la femme, comme on parle spécifiquement de la femme aujourd'hui, quels sont les traitements que vous mettez à leur disposition? D'accord. D'abord, le volet thérapeutique, ce n'est pas juste les molécules, comme beaucoup pensent. Le volet thérapeutique commence par ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques. C'est-à-dire, il faut changer de comportement de vie, changer de comportement alimentaire et changer de comportement sur la sédentarité. Ça passe par une alimentation équilibrée, c'est-à-dire dès qu'on est porteuse d'hypertension artérielle ou de maladie cardiaque, la consommation de sel doit être réduite de moitié ou des 2/3. Ça dépend de l'état de la pathologie. Il faut manger moins sucré également. Il faut manger moins de gras, d'huile. Il faut faire de l'activité physique régulière, maintenant adaptée à sa pathologie. Ça peut être chaque 2 jours, ça peut être chaque 3 jours. Il faut faire régulièrement de l'activité physique et puis perdre du poids. Et puis à côté de cela, éviter le stress. Nous avons parlé au début de l'impact du stress, donc il faut diminuer. C'est ça, il faut diminuer le stress. Et cette diminution du stress passe par des thérapies, de psychothérapie, à la fois individuelles et collectives, faire des activités qui peuvent permettre de déstresser. Et puis à côté de ces mesures d'hygiène-là, il y a les molécules. C'est-à-dire il y a des produits dont on dispose adaptés à toute couche économique pour baisser le niveau de la pression artérielle. Très souvent, c'est un traitement à vie. Donc, il faut tenir compte un peu du coût économique adapté à la personne. Donc, c'est Voilà. Donc, on en dispose actuellement plusieurs. Il y a également des molécules pour diminuer le taux de sucre, la glycémie. Il y a des molécules pour faciliter le passage du sang dans les artères, pour fluidifier le sang. Et puis, il y a des produits également pour diminuer le taux de mauvais cholestérol, l'huile dont on parle. Donc, il y a toutes ces molécules dont on dispose
Et il y a même la coronarographie qui se fait actuellement dans plusieurs centres et qui consiste à, lorsqu'on a un infarctus du myocarde par exemple, il y a des plaques au niveau des artères du cœur, à regarder ces artères et à les déboucher en mettant de petits appareils. Donc c'est accessible. Quand il y a par exemple un caillot de sang qui vient boucher C'est ça. une artère, la coronarographie nous permet de déboucher les artères. Tout à fait. D'accord. Il y a quelques années, ce n'était pas disponible ici, mais actuellement, on le fait sans incident et c'est un examen de routine et on peut donc dire qu'on peut traiter plusieurs de ces maladies cardiovasculaires. La chirurgie également se fait dans certains cas aussi ici. C'est disponible au Mali, c'est possible? Pour certaines formes de chirurgie, c'est disponible. Par exemple, on peut placer des piles ou bien un défibrillateur pour éviter qu'il y ait des complications liées à la maladie cardiaque. Tout ça, ça se fait au Mali. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment, on a fait une grande avancée dans ce domaine-là au Mali aujourd'hui. Les patients peuvent se faire traiter ici avant de partir à l'extérieur. Tout à fait. C'est l'occasion d'en parler parce que plusieurs ne sont pas au courant. Effectivement. Les gens ont tendance à partir à l'extérieur alors que peut-être c'est un manque, c'est une ignorance concernant la disponibilité du matériel qu'on a ici. Donc, on a fait beaucoup d'avancées, effectivement. Donc, ces différentes méthodes sont accessibles, notamment les molécules et notamment la coronarographie ou alors la pose de matériel cardiaque, c'est disponible. Pour le plaisir vraiment des patients et pour vraiment les aider à aller mieux à mieux traiter leur pathologie. Docteur, vous avez parlé du diagnostic, du traitement. On a tendance à dire que mieux vaut prévenir que guérir. Nous voudrions parler maintenant de la prévention de ces maladies-là. Quelles mesures préventives spécifiques les femmes peuvent-elles prendre pour réduire leur risque de maladie cardiovasculaire, le risque de survenue de ces maladies-là? D'accord. Nous avons commencé à en parler dans les mesures génodiététiques. Donc, c'est avant même d'être diagnostiqué hypertendu ou diabétique, il faut avoir une alimentation riche, équilibrée, mais pas riche en glucides, riche en sel, riche en cholestérol. Il faut avoir une alimentation saine, consommer beaucoup de fruits et de légumes, éviter le stress, faire de l'activité physique régulièrement, s'informer, parce que quand on s'informe, on peut être au courant qu'on est peut-être plus à risque qu'une autre personne. Et puis, passer tout ce qu'on a dit, si vous savez que vous avez des antécédents dans ce sens, il faut aller consulter, voilà. Si les parents ont fait ces pathologies-là, comme vous l'avez signalé. Effectivement. Si les parents ont fait ces pathologies, je pense qu'à partir de 50 ans déjà, il ne faut pas aller dans une structure de santé pour au moins faire un examen, prendre la pression artérielle. Il y aurait peut-être un petit bilan à faire. Ça permettra de dépister assez tôt pour ne pas qu'il y ait des complications. Donc, il y a ça, s'informer, sensibiliser, éviter de prendre des produits parce que beaucoup de gens font de l'automédication. Or, il y a des produits qui sont même à même d'entraîner une hypertension artérielle et un diabète. Oui. Par exemple, les patientes qui se dépigmentent, la dépigmentation artificielle à long terme. La dépigmentation, un fléau. C'est un fléau actuellement au Mali. Effectivement. Donc, éviter l'automédication, éviter de ces produits-là à long terme qui, au lieu de nous embellir, je pense que c'est le contraire. Donc, on prohibe ces produits. On prohibe même certains produits, par exemple, les anti-inflammatoires non stéroïdiens à long terme peuvent donner aussi une élévation de la pression artérielle. Donc, éviter de prendre des produits à tort et à travers. Consulter dans les structures de santé qui vont prescrire des molécules et des traitements adaptés. Voilà, à l'état de santé. Mais on a parlé aussi sur le plan gynécologique. Je pense que quand les femmes sont conscientes qu'elles ont eu beaucoup d'avortements ou bien beaucoup d'accouchements ou beaucoup de complications, c'est aussi un signe d'alerte pour aller vers un spécialiste cardiovasculaire et dépister plus tôt ces maladies-là. Donc, c'est un peu ça le volet préventif. S'informer, sensibiliser, s'éduquer, changer de comportement pour éviter
que ça vient. Et même quand ces pathologies sont là, là en ce moment on parle de prévention secondaire. Les mêmes mesures sont d'actualité. Maintenant, on va associer à ces mesures-là un traitement spécifique pour traiter la tension ou bien pour traiter le diabète, etc. D'accord. C'est vraiment important ce que vous venez de dire. La dépigmentation chez les femmes. J'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte du danger qu'il y a derrière ça, en fait. Vous venez de parler des maladies cardiovasculaires. Et le cancer également. Ces produits sont susceptibles. Je parle sous votre contrôle. Tout à fait, le docteur. tout à fait. Le cancer aussi, j'ai entendu parler du fait que ces produits peuvent entraîner la survenue d'un cancer chez l'homme. Donc, il faut vraiment parler de ça, sensibiliser au maximum la population pour que les femmes puissent prendre conscience que ces produits-là sont nuisibles pour leur santé. Vous avez parlé également du sel, du sucre, de l'huile. Avant d'attendre de tomber malade et de suivre encore ces mesures hygiéno-diététiques comme elle a si bien dit, il faudrait mieux commencer dès aujourd'hui à surveiller son alimentation, à faire du sport pour ne pas tomber malade. Effectivement. Oui. Vous avez résumé ce qu'on a dit, c'est exactement cela. Sur le plan de la dépigmentation, l'usage de ces produits est néfaste et vraiment on sensibilise déjà depuis le bas âge pour éviter et sensibiliser davantage pour arrêter cette dépigmentation-là qui peut être néfaste à long terme et même sur le plan obstétrical, sur le plan des complications des grossesses et des accouchements, ces produits également sont néfastes. Et sur le plan de l'hygiène, la répétition est pédagogique, vraiment avoir une alimentation saine, équilibrée. Et vous savez que l'hypertension artérielle, le diabète, ces maladies, l'origine remonte à 10 à 15 ans avant le diagnostic. C'est-à-dire, quand on est diagnostiqué hypertendu ou diabétique, en réalité, les désordres ont commencé 15 ans, 10 ans en arrière. Donc, c'est l'intérêt dès le bas âge, dès qu'on a la vingtaine, la trentaine, d'adopter vraiment un style de vie pour éviter au maximum ces maladies. C'est important. C'est très important. Très important. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes dans votre émission Femmes d'aujourd'hui et aujourd'hui nous parlons de la santé cardiovasculaire des femmes. Et pour ce faire, nous avons invité notre très cher docteur Aïssata Guindo pour nous donner des conseils et nous partager ses expériences. Docteur, nous avons parlé maintenant de la sensibilisation et quels sont vraiment les efforts qu'on devrait mettre en place pour améliorer cette sensibilisation-là chez les femmes de manière spécifique. D'accord. Bon, je pense que c'est d'axer davantage les politiques de santé publique dans ce sens, dans le sens des femmes, mettre des spots publicitaires à la télé, sur les réseaux sociaux, dans les radios, et des spots à la fois en langue accessible, que tout le monde peut comprendre, peut-être en langue locale, et puis sensibiliser davantage les jeunes filles, les jeunes femmes pour les alerter sur leur santé cardiovasculaire. C'est primordial d'être informé, d'être sensibilisé. Donc ça, c'est sur le plan des politiques de santé. Aller vers les praticiens hospitaliers. Il y a beaucoup de structures de soins, que ce soit les CESCOM, les hôpitaux de district, les CHU. On organise souvent également des campagnes de sensibilisation et des campagnes de dépistage pour certaines maladies chroniques telles que l'hypertension artérielle, le diabète. C'est des campagnes en général gratuites où tout le monde peut venir. On prend les pressions artérielles. Donc, passé cela, on pourra dépister précocement ou alerter cette personne pour dire vous êtes à risque. Il faudra contrôler la pression artérielle chaque 2 ans ou chaque 3 ans. De même pour le diabète, de même pour le surpoids, etc. Donc, les politiques de santé publique améliorées, diversifier un peu les politiques de prévention, de sensibilisation et pour un changement de comportement, de mentalité. Voilà. Et comme j'ai dit également sur le plan obstétrical, je vais pas encore y revenir, je pense que c'est aussi important parce qu'on a tendance à négliger ce volet-là. Voilà, toutes les études montrent que lorsqu'on a une bonne hygiène de vie, on consomme sainement, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, pas trop de sel, pas trop de sucre, pas trop d'huile. On est protégé, même quand on est très à risque, on est protégé sur la survenue des maladies cardiovasculaires, mais pas seulement.
des cancers et même l'espérance de vie est augmentée. Donc, vous voyez vraiment, c'est l'occasion d'insister sur cette hygiène de vie. La prévention, c'est ce sur lequel on peut insister beaucoup parce que ça ne coûte pas beaucoup de faire de la prévention. Mais une fois que les pathologies sont déjà là, le traitement est coûteux, c'est des traitements à vie et c'est souvent pas accessible à tout le monde. Oui, d'accord. Les mesures même peuvent devenir contraignantes pour le patient. Effectivement. D'accord. Sur ce, Docteur Aïssata Guindo, je vous remercie infiniment pour votre participation et pour cet échange inspirant. Votre expertise et votre engagement sont une source d'inspiration. Nous espérons vous avoir, Inch'Allah, pour notre émission. Nous espérons que cette discussion aura sensibilisé nos téléspectateurs à l'importance de la santé cardiovasculaire des femmes. Chers téléspectateurs de la MTA, je rappelle que j'étais avec Dr Aïssata Guindo, cardiologue au CHU du Point G, qui nous a offert cette opportunité de partager ces informations cruciales. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une autre émission de Femmes d'aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. There is no God but Allah.